5,5% de déficit en 2023 pour la France. C'est ce qu'annonce l'INSEE ce matin. C'est bien plus qu'avait prévu le gouvernement à 4,9%. Comment vous le traduisez, ce chiffre de l'INSEE ? C'est simple, au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, il y avait 2 000 milliards de dettes. Il y en a aujourd'hui 2 800. Donc, mesdames et messieurs les spécialistes de la gestion financière, déjà, on n'est pas déçus. Il y a eu le Covid. Et je pense que, évidemment, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le sujet n'est pas le nombre de milliards d'euros de dettes. C'est pourquoi on s'endette. Et tous les économistes vous le disent, il y a de la bonne dette. Les écologistes disent par exemple depuis longtemps que quand on investit dans la transition écologique, alors on fait des choses très utiles pour l'avenir et même plutôt ça coûterait beaucoup plus cher à moyen terme de ne pas le faire. Mais le gouvernement se défend très longtemps aujourd'hui. Seul, et aujourd'hui, même Jean Pisani-Ferry, qui était quand même le responsable du projet d'Emmanuel Macron en 2017, le dit. Et c'est pour ça que moi je ne comprends pas cette dette. Je la comprends, je peux comprendre que ce soit un problème pour certains, mais ce que je ne comprends pas, c'est sur quoi le gouvernement anticipe de faire des économies. On va en parler, mais juste... Ils font sur l'environnement, c'est un non-sens. Sur le constat d'aujourd'hui, Marine Tondelier, le gouvernement se défend en disant on est peut-être plus endetté que les années précédentes. En revanche, on était là pour les Français. On était là avec le quoi qu'il en coûte pendant la crise Covid. On était là avec les boucliers tarifaires pendant la période d'inflation. On était là. Mais le sujet, c'est pas juste d'être là dans le présent, c'est de préparer l'avenir. Et je pense qu'ils ne le font pas, en tout cas pas suffisamment, et qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de nos enfants. Évidemment, la dette publique qu'on leur laissera, mais surtout une dette publique qui n'aura pas servi à préparer leur avenir. Moi, c'est ça mon sujet. Un manque d'investissement. Et quand je vois sur quoi ils proposent de faire des économies, alors je suis effarée, parce que Emmanuel Macron, vous savez, c'est le grand réarmement. Il veut réarmer tout. La natalité, il nous parle de plein de réarmements, mais en fait, il réarme tout sauf l'environnement et les services publics. Et à la fin, du coup, c'est même plutôt l'environnement qui se prend la balle. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'avenir de nos enfants. Et donc, je ne comprends pas. Peut-être que je suis moins intelligente que KPMG, McKinsey et tous les grands cabinets qui conseillent ce gouvernement, mais vraiment, j'ai du mal à comprendre. Vous nous avez dit, Marine Tondelier, je peux comprendre que ce déficit, ce soit un problème pour certains. On a cherché, on vous entend assez peu, vous, les écologistes, sur le sujet de l'équilibre des finances publiques. Est-ce que c'est un problème, à vos yeux, ce déficit excessif ? C'est un problème quand les économies qu'on va vouloir faire vont être faites sur le dos de la majorité des Français. Je vous donne quelques exemples. 10 milliards d'euros d'économie, le gouvernement commence par dire qu'il y en aura 1 milliard sur la rénovation thermique des logements. Ça veut dire, très concrètement, il faut le dire aux Français, c'est 150 000 logements qui seront rénovés en moins. 150 000 logements, c'est grosso modo tous les logements de la ville de Lille ou tous les logements de la ville de Rennes. Il faut qu'on se représente ce que ça veut dire. Ils arrêtent aussi, en partie, ils suppriment en tout cas des crédits sur le fonds vert. Grosso modo, c'est l'équivalent de 500 écoles de 6 classes qui ne seront pas rénovées à cause de cette baisse tarifaire. Bercy dit que ça va prendre beaucoup plus de temps. 340 millions en moins sur les transports publics, nos transports du quotidien dont on a besoin. Il y aura des crédits en moins pour l'énergie, pour l'eau, pour la biodiversité. Mais plus grave, sur l'enseignement. C'est des classes qui vont fermer, sur la recherche, et des projets de recherche qui ne se feront pas. Et apothéose, sur les aides au logement, sur l'AH, sur les aides au logement, ils vont pas y toucher. Sur la question de la dette, en tout cas, ils enlèvent des crédits sur ces lignes. Alors ils font comment ? C'est David Copperfield, ils font un tour de magie. On entend bien vos priorités, mais sur le principe même de la réduction des déficits, qu'est-ce que vous dites ? Il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de manières de le faire, et moi, ce qui me fatigue beaucoup dans ce pays, c'est que c'est Robin des Bois à l'envers. La réalité, c'est que on va aller chercher l'argent de celles et ceux qui ne sont pas les plus fortunés, et on va jamais toucher, jamais demander à celles et ceux qui sont les plus riches de faire des efforts. Bernard Arnault, il a une fortune de 200 milliards d'euros. En un an, il a 18 milliards d'euros en plus. Il est taxé, Bernard Arnault. C'est pas comme s'il payait pas d'impôts en France. En fait, il y a un moment où sa fortune correspond, on a beaucoup parlé des agriculteurs, c'est l'équivalent de 11 millions d'années de salaire d'un éleveur bovin. Donc moi, il y a un moment, il faut remettre de la justice sociale. Que les gens oui, mais les ordres de grandeur, on les connaît. On a parlé de 3 000 milliards de dettes. Mais justement, sur ces sujets-là... On a demandé des efforts aux chômeurs, on va peut-être en reparler. On a demandé des efforts aux gens qui touchaient l'APL, on va peut-être en reparler. On a demandé des efforts aux retraités, en particulier les plus précaires. On demande des efforts aux Français tout le temps. Alors vous voulez quoi ? Toujours eux-mêmes. Et les autres, on leur demande des efforts. Alors comment on trouve l'argent ? Par exemple, taxer les super profits. Je vous dis même pas de taxer les profits, ce qui paraît quelque chose de normal, mais les super profits, c'est-à-dire des profits qui ne sont pas liés à un investissement supplémentaire ou à un talent particulier, qui sont liés au-delà du symbole, est-ce que financièrement, certains tout d'un coup, Bruno Le Maire dit on l'a fait avec les énergéticiens. Il y a eu l'inflation, ils ont profité de la crise. On les a taxés et qu'ils fassent vraiment. C'est 10 à 20 milliards par an de rendement. C'est-à-dire que toutes les économies qui vont aller
aller chercher sur le dos des Français que je viens de vous citer. Si on taxait les super profits, on pourrait foutre la paix aux Français, protéger l'environnement, protéger nos services publics, protéger celles et ceux qui les fréquentent et qui en ont besoin. J'ai bien conscience que c'est peut-être pas le cas de tout le monde dans ce pays, mais c'est quand même le cas de la majorité d'entre nous. Donc il faut que ce soit juste, sans justice, pas de paix, pas d'acceptabilité sociale et à la fin les résultats qu'on connaît électoraux parce que les Français en ont ras-le-bol. C'est quoi pourquoi il faut arrêter de venir pleurer sur les plateaux, de dire le RN est haut, aidez-nous, etc. Faites des politiques publiques qui parlent aux Français, qui arrêtent de les braquer contre ce système, contre ces politiques, contre ces injustices. On n'en peut plus en fait. Alors c'est pas juste. Ouais, une piste, notre système social, dit Bruno Le Maire, repose sur ceux qui bossent et il le déplore. Il évoque la piste de l'augmentation de la TVA pour le financer tout en baissant la CSG. Retour de l'idée de la TVA sociale. Vous en pensez quoi? Le mot TVA sociale, il est hyper intéressant. Parce qu'en politique, les mots ont toujours un sens, et surtout pour nous embrouiller. Quand moi j'entends TVA sociale, si je ne sais pas ce que c'est, je peux comprendre que c'est une TVA qui va servir à faire des politiques sociales. Non, c'est pas ça du tout. La TVA sociale, c'est que pour baisser des cotisations sociales, en fait, on va augmenter la TVA de tout le monde. La TVA, que chacun comprenne bien, c'est ce que vous payez à chaque fois que vous achetez quelque chose. Tout le temps. Alors on peut se dire, c'est juste parce que ça touche tout le monde. La réalité, c'est que quand vous prenez les Français les plus précaires, la part de leurs revenus qu'ils dédient à la consommation est évidemment plus importante que la part de revenus dédiés à la consommation de ceux qui ont beaucoup de revenus, qui vont épargner, faire d'autres choses avec. Et donc la réalité, c'est que quand on augmente la TVA, on augmente, ça va toucher plus fortement les personnes qui ont les plus faibles revenus. Mais si en échange on augmente leurs revenus via une baisse de la CSG, enfin pardon, c'est un peu technique, mais c'est... oui, mais la CSG ne touche pas non plus tout le monde. Salaire augmenté. Leur salaire net va augmenter. J'ai bien compris, mais pour toucher un salaire net, il faut avoir un salaire et donc du travail déjà. Je n'ai pas l'impression que ça concerne tous les Français. Et du coup, moi, je trouve que ces mesures sont profondément injustes. Encore une fois, je comprends le principe de la redistribution sociale, mais là, c'est Robin des Bois à l'envers. On va faire payer tout le monde pour éviter de mettre à contribution les plus riches. Ça n'a aucun sens, surtout dans un monde où les richesses n'ont jamais été autant concentrées et ça va en s'accroissant. Regardez les milliardaires français, ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Ils ne se sont jamais autant enrichis. Tant mieux pour eux. Mais à un moment, c'est pas. Quand on doit faire des efforts, ils doivent être mis à contribution. Ils ne sont pas mis à contribution autant que le sont les bénéficiaires des APL, de l'assurance chômage, les petits retraités qui sont en première ligne des coupes budgétaires du gouvernement depuis des années maintenant. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. On vous retrouve juste après le fil info. Il est 8h41. Claire Checaglini. Avec la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, non les écologistes, pardonnez-moi, on va y revenir d'ailleurs. Marine Tondelier, vous qui êtes élue dans les Hauts-de-France, hier des opérations Place Nette XXL contre le trafic de drogue ont été menées dans plusieurs villes de France, notamment dans la métropole lilloise. Gérald Darmanin annonce 496 arrestations cette semaine dans toute la France, 74 dans le Nord, chez vous. Vous êtes impressionné ? Toujours très impressionnant les chiffres de Gérald Darmanin, mais en politique, vous savez, ce qu'il faut, c'est regarder derrière les chiffres. La politique du chiffre en matière de sécurité, on sait ce qu'elle donne. Des opérations coup de poing, on va rechercher ce qui fait du chiffre et pas forcément les problèmes de long terme. Sur le sujet de la drogue et notamment du cannabis, les choses sont très claires. Tous les chercheurs dans la matière le disent. On peut faire autant d'opérations Place Nette que l'on veut. Les dealers reviendront, on le sait. Toutes les recherches le disent. C'est comme si la répression, l'océan à la petite cuillère. La répression, ça marche pas pour vous. La répression, ça ne marche pas. Et pire que ça, ça monopolise les forces de police et de justice. 50% des efforts de nos forces de police sont consacrés au trafic de drogue aujourd'hui, sans résultat durable. Mais vous entendez quand même le gouvernement qui dit il faut quand même mettre la pression sur les consommateurs, leur rendre la vie impossible. Celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, voyez, il a le goût du sang séché sur les trottoirs. C'est ce que dit Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Rendre la vie impossible, je trouve que ça résume bien la politique de ce gouvernement. Mais vous savez, ce qu'il faut, le consommateur de drogue est un produit interdit. Quand on est en politique, ce qu'il faut, c'est être efficace. Et je trouve que jamais le pouvoir n'a été aussi éloigné du savoir. Je vous l'ai dit avec Jean Pisani-Ferry, qui est le conseiller, il a écrit le projet de Macron qui dit il faut investir de la dette dans l'environnement. Là, les chercheurs sur le cannabis disent la seule solution de moyen et de long terme, c'est la légalisation du cannabis. Ça permet de mieux contrôler la qualité du produit, d'arrêter d'enrichir les trafics illégaux et d'amener par ailleurs des jeunes vers des trafics beaucoup plus graves et dangereux pour tout le monde. Et donc, y compris l'Allemagne, en 2024, va légaliser le cannabis. Alors ça va être particulier. À quelques mètres de la frontière de Strasbourg. Avec des limites, des conditions. À un moment, encore une fois, c'est une position
constante des écologistes depuis des décennies, mais c'est aussi ce que disent les chercheurs en matière de politique publique. Peut-être que des fois, on devrait les écouter plutôt que leur couper les budgets, parce que dans les 10 milliards, il y a aussi de l'argent en moins pour la recherche publique. Et si on légalise, vous ne pensez pas que les dealers vont aussitôt se déporter sur d'autres drogues plus dures? J'écoute les chercheurs. Tout ça est très documenté. Il y a des pays... a déjà été expérimenté dans d'autres pays d'Europe et ça se passe. Je ne vais pas vous dire que ça se passe très bien et que c'est confortable et que tout va mieux dans le meilleur des mondes. Je vous dis que ça obtient plus de résultats que ce qu'est en train de faire M. Darmanin. Vous-même, vous les fumez chercheurs et je regarde dans les autres pays d'Europe comment ça se passe. Vous-même, vous fumez? Ça vous arrive de fumer du cannabis? Je fume pas du tout. Voilà. Si ça vous va comme réponse, ce sera la mienne. J'aimerais pas par ailleurs que Gérald Darmanin m'attende à la sortie de France Info tout à l'heure avec un fourgon de CRS. Marine Tondelier, dans le cadre de votre prochaine niche parlementaire, les écologistes, c'est-à-dire le moment où vous allez pouvoir proposer vos propres textes, vous souhaitez légiférer contre les polluants éternels. D'abord, c'est quoi ? Les polyfluoralkylés. On s'était dit qu'on essaierait de le dire sans se tromper. Les polluants éternels, c'est en fait des molécules de carbone fluor qui ont été développées dans les années 40 parce qu'elles avaient plusieurs propriétés. Elles sont anti-adhésives, anti-taches, imperméables et elles résistent très bien à la chaleur. Et donc, comme c'était pratique, on en a mis à peu près partout. On a beaucoup plus développé les applications que la recherche sur les effets que ça avait sur la santé. Vous en avez c'est partout, mais on peut les supprimer dès l'année prochaine. Vous en avez dans vos poêles adhésives, dans votre papier toilette, dans les pailles en papier, dans les vernis à ongles, à peu près partout. Donc ça se supprime pas comme ça d'un claquement de doigts. On peut pas les supprimer du jour au lendemain partout, mais on peut dès les prochaines années en supprimer massivement, notamment dans plusieurs fabricants de poêles ont arrêté. Et il y a vraiment des applications pour lesquelles on sait faire sans. Encore faut-il que la législation dise aux fabricants de ces produits d'arrêter d'en utiliser, parce qu'en plus, il y en a plein de sortes, il y en a vraiment partout. Ce qu'il faut que les Français sachent, c'est que ça a des effets sur la santé assez importants, endocriniens, sur la thyroïde, sur l'obésité, sur les maladies cardiovasculaires, sur la fertilité, enfin sur vraiment beaucoup de problèmes de santé, et que pour l'instant, le gouvernement ne fait pas grand-chose. Donc, et on fait quoi pour les produits importés ? Eh ben, les mesures des écologistes sont assez claires là-dessus. C'est que il faut que aux frontières, on contrôle les produits et qu'on arrête d'importer massivement des produits qui ne respectent pas les normes qu'on s'applique sur le marché intérieur. Mais on est dans l'Union européenne. On comprenne bien pourquoi c'est important. Il y a quand même des personnes connues qui ont testé leurs cheveux. Camille Etienne, Mélanie Laurent, l'actrice, Nagui, le présentateur télé, tous en ont dans leurs cheveux. Les députés du groupe écologiste, tous en avaient dans leurs cheveux. Mais attendez, beaucoup de traces parfois. Ça ne veut pas forcément dire que c'est dangereux. Ça veut dire qu'on je pense qu'il ne faut pas être expert épidémiologiste pour voir que chacun autour de nous vous parliez de la science tout à l'heure, là aussi il y a des débats, et que c'est pas que les PFAS, mais qu'à un moment il va falloir qu'on s'occupe de toutes ces substances qu'on a mis partout sans s'occuper de leurs effets sur notre santé, et y compris de l'effet cocktail entre ces substances sur nous. Pardon, je comprends pas comment vous voulez faire. Vous voulez faire des contrôles aux frontières nationales? Non, mais il y a un moment, c'est vêtements, comme pour l'agriculture. Les objets. On parlait tout à l'heure du CETA, du commerce international, et du fait qu'avec des traités, on favorise l'importation de certains produits agricoles en France qui contiennent plus de pesticides que ce qu'on a sur notre territoire. Et donc, ce que disent les agriculteurs, par exemple sur les betteraves qui viennent d'Ukraine, c'est s'il faut aider les Ukrainiens en faisant venir leurs betteraves, mais quand ils ont des taux beaucoup plus élevés que ce qu'on autorise en néonicotinoïdes en France, alors on a un problème. Et donc, il y a un problème. Pareil, sur la faisabilité. Oui, mais désolé, je ne comprends pas ce que vous dites. Là, vous faites une proposition de loi en France. Est-ce que, ce que vous proposez, c'est pas au niveau européen? Il faut harmoniser au niveau européen ces mesures. Ça, c'est la première chose sur le marché intérieur européen. Et il faut, en fait, le marché européen, il a un effet prescripteur sur le marché mondial. Par exemple, sur les produits issus de la déforestation, si tout seul en France on dit on arrête d'en importer, tout le monde s'en fiche. Si l'Europe dit on arrête d'en importer, ce qui est en train d'être fait, alors comme on est le deuxième importateur mondial de produits issus de déforestation après la Chine, donc on oublie les contrôles. Donc on oublie les contrôles aux frontières nationales. Non, mais il faut mettre des principes forts. Il faut que le marché européen dise que les PFAS, c'est stop, en interne et en externe. Et ça aura un effet prescripteur. Marine Tondelier, avant de revenir un peu sur ces sujets après le fil info, je voudrais vous entendre sur un sujet d'actualité. Hier soir, première résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, voté à l'ONU avec l'abstention des États-Unis. Israël dit ça ne mettra pas fin à sa guerre. Il y a d'ailleurs ce matin même, en ce moment même, à Rafah, encore des bombardements. Votre réaction d'abord? Même les guerres, ont une règle. Et le droit international s'applique partout, tout le temps, et à tout le monde. Et donc, à un moment, Israël fait la démonstration pour une énième fois
qu'il n'appliquera pas, qu'il ne souhaite pas appliquer cette décision de l'ONU, à un moment, il va falloir passer à des sanctions. C'est aussi simple que cela, qui doivent s'organiser au niveau européen. La France doit y prendre sa part. Et les États-Unis, qui contribuent lourdement à l'armement israélien, doivent aussi arrêter de fournir des armes et des services militaires à Israël. Parce que, mais vous savez ce que ça veut dire. La justice internationale nous dit qu'il y a un risque de génocide. Et donc, à un moment, quand on continue d'armer dans ce conflit où il y a un risque de génocide, on s'en rend complice. Donc on arrête d'envoyer les armes à Israël, on sanctionne Israël, à quel niveau ? Ça, c'est des discussions qui vont avoir lieu de manière démocratique et qui doivent avoir lieu pour moi aussi au niveau européen, parce que ces sanctions ont bien sûr plus d'effet si elles s'organisent au niveau européen que juste la France, mais la France doit en être la fer de lance. Et je pense qu'on ne peut pas continuer à laisser faire ce qui se passe à Gaza en restant les bras croisés et en disant on aimerait bien que ça s'arrête, on comprend pas pourquoi ça continue. On a des leviers à notre disposition, il faut maintenant les actionner et faire d'un peu de courage. La France doit renouer avec la position un peu singulière qu'elle avait au niveau international à l'époque de Dominique de Villepin. On était fiers d'être français parce que la France allait faire des discours, on disait merci la France, on est fiers d'être français. Enfin la France hier a voté en faveur de cette résolution. Oui, mais j'ai pas entendu, ça fait quand même des mois que ça dure, où la France est timorée, d'ailleurs finit par se fâcher avec tout le monde dans la zone. J'aimerais que la France fasse preuve d'un peu plus de courage et de dignité. Par exemple, c'est l'Afrique du Sud qui a dû aller saisir la justice internationale pour que la justice internationale dise qu'il y avait un risque de génocide. Pourquoi la France ne l'a pas fait ? Pourquoi la France, j'ai demandé ça plusieurs fois au président de la République dans toutes les réunions, ne se mobilise pas lourdement pour que des enquêteurs de la Cour pénale internationale entrent à Gaza ? C'est pas très compliqué comme mesure. Ça leur coûte quoi de demander ça, que juste la justice puisse enquêter? Moi, ça me pose un problème de transparence. Je me demande ce qui se passe pour qu'ils n'arrivent pas juste à dire ça. Et quant à appliquer des sanctions, je vois qu'on n'en est pas là, mais à un moment, ça me paraîtrait juste normal. On l'aurait fait pour plein d'autres pays. On l'a d'ailleurs fait dans d'autres conflits beaucoup plus rapidement. Marine Tondelier, on vous retrouve dans une minute, juste après le fil info 8h51. Claire. Marine Tondelier, hier dans Demain l'Europe sur France Info, Valérie Ayé, la tête de liste Renaissance, a été interrogée sur le CETA, vous l'aviez évoqué, le traité de libre-échange entre l'UE et le Canada, rejeté par le Sénat la semaine dernière. Et dans l'hypothèse d'un vote négatif à l'Assemblée aussi, voici ce que dit Valérie Ayé. Ce serait dévastateur pour nos agriculteurs français et pour le signal qui serait envoyé à nos partenaires européens. Moi, je suis convaincue que cet accord, il est bon pour nos agriculteurs. Et sur les enjeux, mais si les parlementaires des deux assemblées sont convaincus du contraire. Ce sera la décision du gouvernement de voir quelle position sera prise par ailleurs. Quel que soit le vote de l'Assemblée nationale, le CETA pourrait donc finalement continuer de s'appliquer. Il pourrait. C'est juridiquement possible, ce qu'elle dit. Quel aveu ? Mais politiquement, c'est imaginable pour vous ? Mais quel aveu ? Quel aveu d'irrespect pour la démocratie, pour nos parlementaires, sachant qu'on parle quand même d'un sujet, le CETA, donc un accord de libre-échange avec notamment le Canada. Moi, quand j'ai commencé à militer en 2009, c'était déjà un sujet pour les écolos et déjà Yannick Jadot venait voir les jeunes écologistes pour leur expliquer qu'il y avait un truc très grave qui s'appelait le CETA. Des années de bataille au Parlement européen pour finir par l'adoption contre l'avis des écologistes de ce traité de libre-échange qui est horrible sur le plan environnemental. Il faut quand même savoir que ça a contribué à multiplier les importations de gaz, de pétrole de schiste bitumeux, qui est beaucoup plus polluant que le pétrole conventionnel, qui utilise beaucoup d'eau, qui déforeste, qui balance plein de produits chimiques. Mais qui permettent d'augmenter les exportations françaises de 33%. Et nos émissions de CO2 importées par la même occasion. Moi, c'est ça qui me préoccupe en tant qu'écologiste. Deuxièmement, sur l'agriculture, on a des pratiques là-bas, attention, bon appétit, c'est le petit déjeuner, où on fait le bœuf avec la farine, enfin les animaux avec la farine animale, où il y a beaucoup plus de résidus de pesticides dans les fruits et légumes. Il y a peu d'importations de bœuf en provenance du Canada depuis la mise en place du CETA. On favorise en fait du moins-disant environnemental et des règles qui sont sanitairement en plus problématiques et qui interpellent beaucoup les Français. Étape suivante, donc il faut en discuter en France. Et là, on a quand même quelque chose de magnifique, c'est que c'est un accord qui concerne 500 millions d'Européens, qui est déjà appliqué à 90%, alors que plusieurs pays, dont la France, ne l'ont pas encore ratifié. Et donc, on voit bien que le gouvernement a traîné dans cette ratification. C'est quand même les communistes qui ont dû inscrire le texte dans leur niche parlementaire, prendre du temps de leur débat pour faire ça, parce que le gouvernement ne mettait pas le texte à l'ordre du jour. Et qu'est-ce que vous réclamez ? Et le Sénat vote contre. Qu'est-ce que vous demandez ? Et le Sénat vote contre. Qu'est-ce que vous demandez ? Et donc, ce que nous dit Valérie Ayé, c'est pas grave, on le fera quand même. Mais alors, ça sert à quoi de faire le Parlement ? Il faut expliquer aux parlementaires à quoi ils servent si on ne suit pas ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Sur des sujets, encore une fois, aussi importants. Vous êtes contre les CETA pour les conséquences écologiques et surtout parce qu'ils ont menti. Parce qu'on nous a dit à l'époque que ça créerait des centaines de millions d'emplois, des centaines de milliers d'emplois. On nous parlait de 700 là, ce qu'on constate, c'est l'augmentation des exportations françaises. Pas des rapports écologistes, des rapports, Institut Veblen, etc., montrent que ça n'a pas créé.
Pas du tout. Et donc, c'était encore des prétextes fallacieux pour nous expliquer qu'on n'a pas tout bien compris, on n'est pas assez intelligent, ça va créer de l'emploi, vous pouvez pas comprendre, c'est stratégique. Ça n'en crée même pas. C'est juste du moins-disant environnemental, du moins-disant social. Et maintenant, on nous explique que même quand les parlementaires, de manière démocratique, votent contre, on l'appliquera quand même. Si on ne voit pas le problème démocratique là-dedans, alors je sais plus comment je m'appelle. Marine Tondelier, il y a le CETA qui concerne les agriculteurs. Il y a aussi l'exemption des droits de douane pour les importations agricoles venant d'Ukraine. Exemption qui a été prolongée, mais avec des plafonds pour certaines denrées, les œufs, la volaille, le sucre, l'avoine. Pas le blé ni l'orge. Soutenir l'Ukraine, ça passe forcément par soutenir les agriculteurs. Et si oui, avec quelles limites ? C'est un vaste débat. Moi, j'entends, pour avoir discuté parfois avec des agriculteurs qui commencent à dire au début du conflit, on était tous partants, puis là, ça commence à durer, on a des conséquences. Moi, j'habite dans une région de betteraves. Mon grand-père était betteravier et je vois bien les tensions que ça peut créer dans le secteur. Mais je pense qu'il faut que chacune et chacun comprenne que ce qui se joue en Europe, ce qui se joue en Ukraine en ce moment, c'est bien plus que juste l'avenir des Ukrainiens. C'est l'avenir, tout simplement, de la paix et de la liberté, l'avenir de la démocratie sur le continent européen. Donc vous dites quoi aux agriculteurs ? Faites des efforts ? Je dis, comme je l'ai dit au tout début de votre émission, que tout le monde doit faire des efforts, mais que le problème dans ce pays, c'est que les efforts, souvent, portent en particulier sur les plus précaires, alors que d'autres pourraient en faire plus. Notamment, vous voyez, la France fournit, en termes d'obus, 3 à 4 000 obus par mois à l'Ukraine. C'est ce qu'ils utilisent par jour. On va parler de l'armement, juste d'un mot sur l'agriculture. Pardon, mais Marine Tondelier. Il y a un sur l'armement, il y a un on va parler de l'armement, mais là, je vous posez une question sur l'agriculture. De porter tout le poids de ce conflit ukrainien. Par exemple, pourquoi on n'arrête pas les importations d'uranium enrichi, de fossiles venant de la Russie ? Moi, je comprends que les agriculteurs, à un moment, se disent, attendez, là, on continue même à enrichir la Russie chaque jour. Ça doit faire bien rigoler Vladimir Poutine. Il est question de remettre des droits de douane pour les importations russes. Mais pour les importations ukrainiennes, ça pose problème majoritairement aux agriculteurs. Et c'est aussi le sujet derrière de l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, parce que du coup, on voit bien que quand on importe massivement d'un pays, c'est plus facile d'être harmonisé sur le plan sanitaire et sur le plan fiscal, parce que du coup, ça crée des différences. Et moi, ça j'entends. C'est pour ça qu'on est aussi en soutien de l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe. Vous l'entendez, mais vous êtes en soutien. Comment ? Vous l'entendez, mais vous êtes en soutien. Oui, parce que les choses ne sont pas aussi simples que ça, et que peut-être que ce serait plus confortable de ne rien faire. Ce serait confortable pendant quelques jours, mais je vous prie de croire que le jour où la Russie gagne ce conflit, la nature de nos problématiques européenne et française va changer drastiquement. Vous parliez d'Europe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre, tout simplement. Et ce n'est pas aux agriculteurs d'emporter le prix seuls sur leurs épaules. J'ai une dernière question. Vous avez fait disparaître le mot Europe du nom de votre parti, Europe Écologie Les Verts. On s'appelle les écologistes Europe Écologie Les Verts. Ah, oula, ça devient compliqué. Parce que la dernière fois, on avait compris que c'est... Oui. Mais vous savez, tous les mots auxquels on tient ne sont pas dans notre titre, sinon on aurait un titre qui ferait un paragraphe. Ouais, beaucoup de choses chez les Verts. Bon, en tout cas, on a bien compris. Donc, Europe Écologie Les Verts. Vous êtes à la peine dans les derniers sondages. Votre candidate, en tout cas Marie Toussaint, est distancée par Raphaël Glucksmann. C'est les mêmes sondages que Yannick Jadot il y a 5 ans. Il a fini loin devant tout le monde. Vous savez, ça marche comme ça l'élection européenne. C'est exactement les mêmes sondages. Yannick Jadot, la fois dernière, était à 6% le matin de l'élection dans les sondages. Il finit à 13% le soir. C'est votre objectif ? Notre objectif est de faire le meilleur score possible parce que chaque bulletin vert mis dans l'urne le 9 juin contribuera à ce qu'il y ait plus d'écologie en Europe. Et je pense que chacun, quelles que soient ses convictions, a bien dans un coin de sa tête que ces problématiques vont être extrêmement importantes pour les années à venir, pour l'avenir de nos enfants. Et c'est pas juste des mesures de justice environnementale, ce sont aussi des mesures de justice sociale et des mesures pour plus de démocratie en Europe. Je pense que beaucoup de gens s'accordent là-dessus. Marine Tondelier, merci d'avoir été avec nous sur France Info. Je vous laisse en compagnie de